Bonjour, donc je suis Cyril Marchal, bienvenue pour ce plateau télé en direct de la Belle-Illoise à Quiberon. Je remercie tout de suite l'équipe de la Belle-Illoise pour l'accueil, donc Sophie, José et Ludovic. Donc aujourd'hui le déroulé va être comme suit. On va d'abord laisser la parole à Jérôme Lucas, le cofondateur de Digital for Better et aussi sponsor de la communauté numérique responsable ADN Ouest, qui nous fera une intro d'un quart d'heure très rapide sur qu'est-ce que la RSE et les grands éléments, les étapes clés pour initier une démarche. Et puis derrière, ce sera un interview ping-pong avec nos deux intervenants, Sophie Matisse, directrice des opérations à la Belle-Illoise, et puis Franck Mosser, qui est le DG de MG10. Je vous souhaite une bonne session. Je te laisse la parole, mon cher Jérôme. Merci Cyril. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Cyril, je suis fondateur de Digital for Better. En effet, j'interviens dans le sponsoring de la communauté numérique responsable d'ADN Ouest, mais j'ai aussi travaillé dans un groupe de travail de ADN pour la définition de la stratégie de l'association ADN sur le RSE. Des choses passionnantes. Je fais partie des parties prenantes de l'association et donc à ce titre, j'ai été sollicité pour cela. Alors juste en quelques mots, Digital for Better, on est une entreprise de services numériques qui est engagée dans une performance durable. Et à ce titre, on accompagne nos clients à 360 dans la recherche d'un ROI à la fois économique, environnemental et social au travers du numérique. On cherche en fait à sensibiliser nos clients à adopter une démarche responsable dès lors qu'ils mettent en place un dispositif digital. On a développé une approche sur 4 assets. D'un côté, une méthodologie projet qui permet d'évaluer l'impact autour des projets numériques. On a éco-conçu des composants capitalisés pour pouvoir gagner en impact sur les outils digitaux. On a également mis en place un framework de maturité et d'évaluation de la maturité numérique responsable des entreprises. Et pour terminer, on a développé un logiciel qui permet d'évaluer l'impact environnemental, social et sociétal des services numériques des entreprises. Alors, la RSE, qu'est-ce que c'est ? Donc, la première chose déjà, c'est peut-être commencer par une définition. Responsabilité sociétale des entreprises. Alors, peut-être que vous avez aussi entendu l'acronyme CSR, c'est la même chose, c'est l'acronyme de la version anglaise de la RSE qui veut dire Corporate Social Responsibility, avec mon bel accent breton. Et alors, je ne me suis pas embêté sur la définition, j'ai pris celle de Wikipédia parce que en fait, je l'ai regardée et je l'ai trouvée plutôt parlante, même si je connaissais bien. Désigne la prise en compte par les entreprises, alors sur base volontaire et parfois juridique, on va le voir juste après, des enjeux à caractère environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leurs activités. Alors, une activité pour une entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est entendu à la fois par rapport à son activité économique, bien évidemment, ses ventes, mais aussi ses activités émanent de ses interactions internes, à la fois ses salariés, ses dirigeants, potentiellement dans certains cas ses actionnaires. Et puis ses activités à caractère externe, la relation de l'entreprise avec ses parties prenantes, ses fournisseurs, ses clients, ses partenaires divers et variés. Alors peut-être que vous avez aussi entendu parler de 2 autres acronymes que je vais vite mettre de côté, mais simplement pour les évoquer. Vous avez peut-être entendu parler de ISR, investissement socialement responsable, et ESG. Alors c'est surtout les banques et les organismes financiers qui proposent en fait des offres de produits d'investissement socialement responsables. Donc les investisseurs tournent les investissements vers des entreprises qui elles-mêmes en fait sont dans une recherche d'impact à caractère impact environnemental, social ou sociétal. Et à ce titre, pour les investissements socialement responsables, s'appuient sur elles-mêmes des critères à caractère environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ça a un attrait avec la RSE, mais ce n'est pas la RSE, ni la SG, ni la SR. Alors, pour refaire un petit peu de genèse sur la RSE, pourquoi la RSE, pourquoi les entreprises s'engagent dans la RSE. La première chose, en fait, c'est une forme de responsabilisation et de prise de conscience des entreprises depuis une vingtaine d'années, on va le voir juste après, pour plusieurs raisons. La première, c'est par rapport à leurs salariés, leurs parties prenantes internes, dans une recherche
de mettre en place une politique sociale interne liée à ce que leurs propres salariés sont eux-mêmes dans une recherche de prise de conscience et de recherche d'impact. Alors, impact individuel, à caractère individuel, à la maison, chaque salarié de plus en plus dans une recherche d'impact. Et chaque salarié est de plus en plus à la demande de pouvoir amener cette recherche d'impact également dans son entreprise. Autour de ça, dans la recherche d'impact et la dimension sociale des salariés, les entreprises cherchent en fait à donner plus de valeur en fait et plus d'importance aux salariés dans la recherche d'impact et à engager eux-mêmes les salariés dans l'entreprise sur cette dimension-là. Et puis, le deuxième élément, c'est les entreprises ont des parties prenantes qui sont de plus en plus regardantes sur la recherche d'impact de l'entreprise. À la fois les investisseurs qui, comme je le disais juste avant, de plus en plus sont amenés à tourner les investissements et donc à soutenir financièrement parlant les entreprises qui elles-mêmes sont dans une recherche d'impact à caractère social, sociétal ou environnemental. Et de plus en plus d'ailleurs, en fait, des entreprises sont pénalisées par le fait qu'elles justement ne respectent pas certains droits humains. Par exemple, on a vu dans certains pays des personnes qui sont décédées sur le lieu de travail pour manque de respect du droit humain dans l'environnement de travail. Et donc évidemment, ça a pénalisé très fortement l'entreprise, et bien heureusement. Et de plus en plus également, les consommateurs, au-delà de la recherche d'impact à caractère individuel, cherchent également de plus en plus à faire un achat plus responsable et donc sont de plus en plus sensibles sur l'offre des entreprises proposant des produits, des services à caractère responsable. Et c'est pour ça qu'on voit émerger de partout, quels que soient les univers, des labels divers et variés qui viennent matérialiser la dimension responsable des produits et des offres. Alors, si on fait un tout petit zoom sur la loi, et en particulier en France, quelle loi s'applique Grenelle 2, qui date de 2010, fait suite en fait à la loi NRE, qui date de 2001 elle-même, alors qui rend obligatoire les entreprises, pour les entreprises qui sont cotées, qui font plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui sont plus de 500 personnes, et les entreprises non cotées qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, à produire ce qu'on appelle le DPF, la déclaration de performance extra-financière, en complément de leur rapport financier annuel de fin d'exercice, et à diffuser en fait ce rapport sur leur site internet de manière obligatoire. Grenelle 2, ça s'appuie sur 42 indicateurs, sur les thématiques sociales, environnementales et sociétales, et ça oblige, Grenelle 2, les entreprises à produire un bilan carbone de leur impact global au niveau de l'entreprise. Et de plus en plus, ça s'affine, puisque récemment, une loi est passée en janvier où le bilan carbone, en fait, doit être effectué sur différentes thématiques, dont l'évaluation de l'impact carbone sur le numérique, par exemple. Alors, dans la RSE, on entend parler de beaucoup de choses. Alors, les valeurs, la raison d'être, les entreprises à mission, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, également l'agrément ESUS, qui labellise des entreprises solidaires d'utilité sociale. On entend aussi des acronymes de référentiels, la norme ISO 26000, Lucie, Bicorp. Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, si on fait un petit retour en arrière sur l'historique, ça date d'une vingtaine d'années, en fait, cette recherche d'impact pour les entreprises. 97, un peu plus de 20 ans. Le GRI, qui est le Global Reporting Initiative, qui est en fait un référentiel international initié par les Nations Unies, qui amène les entreprises à réfléchir de manière structurée à leur évaluation d'impact à caractère environnemental, social et sociétal. C'est un référentiel qui fait foi. Aujourd'hui, des très grands groupes internationaux s'appuient sur ce référentiel pour pouvoir produire leur bilan financier annuel, extra-financier annuel, pardon. Puis ensuite, le pacte mondial en fait a vu émerger en fait ce qu'on appelle le Global Compact en fait, qui est un regroupement de collectifs d'entreprises à l'initiative également des Nations Unies, qui engage en fait les entreprises au travers d'un code de conduite. Il y a 10 principes de code de conduite, 4 à caractère normes de travail, 2 principes à caractère de droits de l'homme, 3 principes environnementaux et un principe sur la
la corruption. Et ces éléments en fait viennent guider en fait l'ensemble des référentiels qui ont pu émerger par la suite. Alors l'un des premiers référentiels en complément du GRI, c'est B Corp, qui est un référentiel qui est né plutôt aux États-Unis, anglo-saxon, qui date de 2006, qui a aujourd'hui une envergure internationale. En France, il y a environ 200 entreprises qui sont certifiées B Corp. Ce référentiel en fait donne des éléments très précis, très détaillés sur 5 grandes thématiques à caractère environnemental, social, sociétal, mais également économique de l'entreprise et ses parties prenantes et son écosystème dans lequel elle intervient. C'est un référentiel qui est extrêmement structuré. Il y a environ 200 questions où on peut s'auto-évaluer. D'ailleurs, même les entreprises qui ne sont pas B Corp peuvent utiliser cet outil qui est gratuit, qui est laissé libre à tout le monde pour pouvoir s'auto-évaluer au travers de 200 questions et obtenir une note pour pouvoir en fait à la fois s'évaluer, mais aussi au travers des questions identifier en fait les actions pour pouvoir améliorer en fait l'engagement de l'entreprise sur ces dimensions-là. Comme je le disais, la loi Grenelle 2, sortie en 2010, est venue structurer et notamment ensuite a abouti en 2017 l'obligation du DPEF. L'émergence en fait de l'ESS en fait qui vient engager encore plus les entreprises en 2014, donc ça labellise les entreprises en fait commerciales en fait à s'engager dans l'économie sociale et solidaire, et notamment c'est de plus en plus fort parce que les entreprises qui sont de l'ESS doivent démontrer au travers de leur rapport financier que leur résultat financier a été impacté à cause, ou grâce plutôt, on va dire, aux engagements caractères sociaux et sociétaux et environnementaux que l'entreprise a menés au cours de l'exercice. Ensuite, les objectifs de développement durable de l'ONU de 2015 ont venu guider, il y en a 17, ont venu guider en fait les réflexions pour ces référentiels-là. Donc ça s'est affiné de plus en plus autour de ces problématiques-là. À ce moment-là, on a vu émerger la norme ISO 26000 en France notamment, qui est venue donner un référentiel en fait d'évaluation à caractère social, sociétal et environnemental des entreprises. Donc cette norme en fait elle est intéressante parce qu'en fait elle donne un cadre. Après la difficulté de l'utilisation de cette norme, c'est qu'en fait elle est extrêmement générique et donc elle n'est pas adaptée à l'ensemble des secteurs de l'ensemble des entreprises. C'est pour ça qu'on a vu émerger d'autres labels comme par exemple celui de Lucie, le label Lucie en France en fait, qui est un label qui propose différents référentiels par secteur d'activité pour permettre en fait aux entreprises secteur d'activité par secteur d'activité de se évaluer de manière spécifique propre à leur secteur d'activité, mais toujours sur les mêmes thématiques, évidemment à caractère social, sociétal ou environnemental. Et puis, dans les dernières années, il y a eu notamment la loi Pacte, par exemple, qui est sortie, en fait, qui vient certifier des entreprises à mission. Et ce qui est intéressant dans les entreprises à mission, c'est que on commence en fait à entrer dans des caractères légaux et obligatoires pour les entreprises, puisque une entreprise qui s'engage dans sa mission, elle écrit sa mission dans ses statuts juridiques et cela la rend opposable devant la loi si elle ne tient pas sa mission. Et donc à la fois ça engage l'entreprise et à la fois elle peut être opposée devant la loi à ce titre-là, et donc quelque part ça matérialise encore plus son engagement dans sa recherche d'impact. Ça évitera évidemment les effets washing ou greenwashing ou social washing que l'on pourrait retrouver dans les effets d'annonce d'une entreprise ou une autre. En complément de cela, différents référentiels, comme je disais, ont été adaptés à différents secteurs. Et donc, si je fais un petit zoom, par exemple, sur le référentiel, il y a le Syntec qui, en 2019, en fait, a lancé une expérimentation et a sorti, inspiré de ISO 26000, en fait, un référentiel pour les entreprises des secteurs du numérique, de l'ingénierie, du conseil, notamment sur les différentes thématiques. Et donc, ça reste des références spécifiques, mais il en existe d'autres dans d'autres univers, dans le domaine de l'industrie, de l'agroalimentaire, on va le voir tout à l'heure, qui permettent en fait aussi de pouvoir guider en fait les entreprises de ces secteurs en fait dans leur propre évaluation. Pour terminer, comment démarrer en fait sa démarche? Alors, j'ai essayé de la résumer en 7 étapes. Premièrement, en fait, il faut d'abord réfléchir au niveau de l'entreprise de manière stratégique. Pourquoi on veut se lancer dans cette démarche?
Et autour de ce pourquoi, quels objectifs je me donne, et dans les objectifs, finalement, quelles sont les thématiques sur lesquelles je souhaite m'engager, m'investir. Alors, il y a, comme je disais tout à l'heure, avec Grenelle 2, des entreprises qui obligatoirement doivent réfléchir sur l'ensemble des thématiques, et puis les autres entreprises qui ne sont pas obligées, mais elles peuvent le faire quand même. Et donc, la liberté, en fait, est plus large pour elles pour s'engager sur les thématiques qui leur parlent le plus. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'identifier des pratiques, parce qu'en fait, en réalité, les entreprises, elles ont déjà des bonnes pratiques, et bien heureusement. Et donc, à partir de toutes ces bonnes pratiques, pour pouvoir en fait structurer en fait la réflexion, on regarde des enjeux de l'entreprise sur sa recherche d'impact. Un élément très important, en fait, c'est faire à la fois identifier les parties prenantes, internes et externes, c'est-à-dire que la réflexion RSE, en fait, elle n'émane pas seulement de la direction, alors elle est sans doute impulsée par la direction de l'entreprise, mais elle doit absolument, en fait, intégrer l'ensemble de ses parties prenantes, à savoir ses salariés, ses actionnaires, mais également l'ensemble des acteurs avec lesquels l'entreprise peut être en interaction, ses consommateurs, ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs, et non seulement les identifier, mais aussi les consulter pour pouvoir en fait les faire participer en fait à la réflexion de l'entreprise dans sa démarche et dans sa recherche d'objectifs à impact. Ensuite, autour de ça, avec les parties prenantes, identifier différentes KPI pour pouvoir mesurer l'évaluation en fait de l'impact de l'entreprise sur les différentes thématiques et le moyen de collecter les données qui seront recherchées. Ensuite, il y a des référentiels, comme je disais tout à l'heure, choisir le bon référentiel, Bicorp, Lucie, les référentiels spécifiques sectoriels. Ça permet de donner un cadre, ça permet de ne pas oublier des choses, ça permet de se faire inspirer parce que potentiellement, on ne pense pas à tout. Ça permet aussi de pouvoir se comparer en fait, à des entreprises qui sont dans les mêmes univers de métiers que nous pour pouvoir, en fait, entre guillemets, s'auto-challenger dans cette recherche. Et puis mettre en place ce qu'on appelle la matrice de matérialité. Donc la matrice de matérialité, qu'est-ce que c'est on reprend les objectifs, on définit les enjeux et on les fait challenger par l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir donner en fait un poids d'acte d'importance en fait sur l'ensemble des objectifs et ensuite derrière ce poids qui est donné par l'ensemble des parties prenantes, mettre en place un plan d'action qui va permettre en fait à l'entreprise d'avancer dans sa recherche. L'idée de cette démarche en fait, elle a pas un objectif, enfin elle n'a pas une cible chiffrée objectivée. Elle a surtout vocation à la fois, alors d'un côté à mettre en place des KPI pour s'évaluer et surtout mettre en place des plans d'action pour que dans le temps on puisse constater l'amélioration de ses propres KPI dans la durée. Voilà comment faire. Donc, quelques exemples de thématiques, le caractère social, les collaborateurs, le bien-être des collaborateurs, la qualité des recrutements, l'évolution de carrière, les clients, la satisfaction des clients, l'apport d'expertise, etc., etc. Voilà, quelques exemples. Et voilà comment on pourrait se représenter une matrice de matérialité. Une fois qu'on a défini les objectifs, on évalue le caractère important par les parties prenantes et on évalue le caractère important pour l'entreprise. Et en regard de cette dimension, en fait, on met en place des priorisations dans nos plans d'action. En conclusion, comme vous l'avez compris, ce n'est pas une obligation pour tout le monde, mais c'est une manière de valoriser les valeurs intrinsèques de l'entreprise. Au-delà de la simple valorisation purement financière de fin d'exercice, on valorise l'ensemble des éléments intrinsèques de l'entreprise. C'est une manière de mettre en place des plans d'action d'amélioration dans l'entreprise en recherche d'impact. C'est une manière d'impliquer les collaborateurs dans cette recherche d'impact. C'est une manière de valoriser l'entreprise dans son offre auprès de ses parties prenantes, de ses clients, de ses partenaires, de ses fournisseurs. Et c'est une manière de valoriser aussi l'entreprise par rapport aux investisseurs, parce qu'une entreprise, quand elle est dans une forte de croissance, elle a besoin de financement, elle a besoin d'accompagnement. Et les investisseurs, si de plus en plus ils tournent leurs investissements vers les entreprises qui sont en recherche d'impact, c'est important de valoriser cette dimension. Et puis, évidemment, tout ça contribuera à l'atteinte des objectifs de développement durable. En 2030, on sait, les 193 pays des Nations Unies se sont engagés en fait, à atteindre un certain nombre d'objectifs de développement durable.
Voilà, j'en ai terminé pour la petite introduction sur la RSE. Maintenant, je vais me tourner en fait vers mes deux accompagnateurs parce que ce qui est intéressant en fait, c'est de comprendre au travers de cas concrets ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait. Dans mes deux cas, la Belle-Îloise et l'entreprise MG10, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des entreprises qui ne sont pas dans l'obligation de produire leur rapport extra-financier. Et pour autant, elles ont mis en place des démarches RSE. Et donc, c'est à ce titre-là que je veux d'abord me tourner vers Sophie. Donc, Sophie, vous êtes directrice des opérations à la Belle-Îloise. Déjà, peut-être en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'entreprise de la Belle-Îloise ? Bonjour, donc la Belle-Îloise, c'est une entreprise familiale qui est fabricant et distributeur de conserves de poissons de haute qualité. Donc on a la particularité d'être une entreprise, ce qu'on appelle complètement intégrée, puisque des achats jusqu'à la vente au client final, on fait tout nous-mêmes. Donc on est entre 350 et 600 personnes en fonction de la saison. Donc là, on va rentrer dans notre saison forte, puisque le printemps et l'été arrivent, donc les ventes, maintenant que tout est ouvert, on va pouvoir repartir. Et en plus, on vient de démarrer hier notre saison sardine. Donc voilà. On a donc 3 canaux de distribution. On a nos magasins en propre. On est à peu près à 86 magasins aujourd'hui. On a aussi un site e-commerce, donc on fait aussi de la vente à distance. En grosse partie, non, avec le e-commerce, mais on a encore quelques réfractaires et qui utilisent encore le catalogue, donc on a aussi par courrier. Et puis on fait un petit peu de B2B avec quelques revendeurs en France et à l'étranger qui revendent nos produits à l'unité. Ok, merci Sophie. Et donc en matière de RSE, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? C'est-à-dire pourquoi vous êtes lancé dans la démarche, quelle est votre vision, quels sont les enjeux qui sont recherchés derrière cette entreprise ? Alors en fait, dans l'entreprise, depuis toujours, on a plaisir à dire qu'on est une vieille dame de bientôt 90 ans. On a toujours eu le souci du respect de notre environnement et de gérer notre impact sur la société. Donc pour nous, c'est une évidence et ça fait partie de notre ADN. Maintenant, ce qu'il nous fallait faire, c'était structurer tout ce qu'on faisait, mieux le formaliser. Et surtout, on s'est rendu compte qu'on faisait énormément de choses et que l'ensemble de nos salariés n'étaient pas forcément informés, puisque, comme je l'ai dit, on a 86 magasins répartis en France et 2 en Belgique. Et du coup, des fois, on ne communique pas forcément toujours très bien sur ce qu'on fait. Et on s'est rendu compte que c'était important que chacun sache tout ce qui se passe dans l'entreprise sur les thèmes de la RSE. Donc ça, c'est un premier point, c'est déjà de communiquer, ne serait-ce qu'en interne et par la suite en externe. Et puis surtout, c'est d'aller plus loin en fait. Parce que, comme on dit, à titre individuel, on a chacun le pouvoir et le devoir, je pense, d'agir. Mais quand on est une entreprise, on a un impact beaucoup plus fort, on a une force de frappe beaucoup plus forte. Donc pour nous, ce n'est pas juste un effet de mode, c'est vraiment un enjeu de société, de faire en sorte de minimiser notre impact au maximum sur la société. Pourquoi pas même d'avoir des impacts positifs, puisque quand on parle d'économie, quand on est une entreprise qui fonctionne bien, qui tourne bien, ça crée de l'embauche, ça crée de l'emploi. Donc regardez aussi quels sont les impacts positifs. Et vraiment, c'est de formaliser tout ça, de structurer tout ça pour pouvoir se challenger et aller encore plus loin dans ce qu'on peut faire. Ça fait combien de temps que vous êtes lancé dans cette démarche ? Alors, dans la démarche de structuration, c'est lancé courant 2017. Donc là, on a mis en place un tout petit groupe au départ, que je pilotais avec la DRH Claudie et Jean-François, notre responsable environnement. Et là, on a commencé par déjà, nous, lire la norme ISO 26000, faire un état des lieux, déjà comprendre ce que c'est que la RSE. Donc tout ce que vous venez de dire, tout ce que vous venez de décrire, on a fait exactement la même chose. Et puis, on a décidé de faire dans une version un peu différente. C'est qu'on a essayé d'impliquer les collaborateurs dès le départ. Donc, on a fait un état des lieux, on a fait un petit diagnostic. En suivant la norme ISO 26000, on a pris les 7 thèmes centraux et puis on a pris notre bâton de maréchal et puis on a fait plus de 12 ateliers. On a eu plus de 292 actions recensées et on a dit et on a posé la question à nos collaborateurs jusqu'où ils avaient envie d'aller et qu'ils donnent toutes leurs idées. Donc ça nous a donné une source intarissable d'informations. Ça nous a permis de voir où est-ce qu'on en était sur l'ensemble des thèmes.
Et ensuite, on a défini l'ensemble de nos parties prenantes. Et puis tout ça, ça prend du temps, hein, parce que quand il faut que vous communiquiez, que vous formiez, que vous fidélisez les gens, vous essayez de sensibiliser, ça prend du temps. Et puis les années passent, hein, et puis la Covid est passée par là. Donc là, on a eu un gros stop. Donc on avait bien avancé. Donc on a quand même profité de cette année 2020 pour retravailler ensemble avec le CODIR sur bien redéfinir en fait tous nos enjeux. Donc là, on a défini nos enjeux sur 4 thèmes. Que sont donc le premier, c'est la société, les hommes, la planète et l'économie. Et ensuite, ça nous a permis de définir les différents plans d'action. On s'est mis des KPI, enfin des indicateurs, pour lesquels certains on a des objectifs, d'autres pas. Et à l'heure actuelle, en fait, on en est arrivé au point où il faut qu'on détermine notre gouvernance. Parce que nous, on est convaincus d'une chose, c'est que la RSE doit être intégrée complètement à la stratégie de l'entreprise. Il n'y a pas une stratégie business d'un côté et une stratégie RSE de l'autre, et les deux fonctionnent en parallèle. L'un est imbriqué dans l'autre. Parce que c'est comme ça, la stratégie RSE est une partie complètement intégrée dans l'entreprise. Et donc, on est en train là, on se fait accompagner pour pouvoir justement définir notre gouvernance, savoir comment on pilote tout ça. Et ensuite, on est aussi dans une réflexion sur une éventuelle labellisation. Alors, la labellisation, pour nous, ce n'est pas une fin en soi, hein, clairement. On ne se labellise pas pour avoir un joli logo sur nos vitrines. Mais l'avantage de la labellisation, c'est que ça challenge. C'est-à-dire que, pour le coup, on a une personne tierce qui vient nous auditer, qui vient nous challenger, qui vient nous piquer un petit peu. Et ça, on aime bien. Vous avez choisi votre... Pas encore, parce que voilà, le champ il y a énormément de choses. Donc on regarde entre Bicorp, Pensée responsable, engagé RSE. On est en train de regarder, on n'est pas encore défini. On sort d'un CODIR hier justement sur ce sujet-là pour voir ce qu'on va faire. Ok, merci. Je me tournais vers Franck Moser. Vous êtes directeur général du groupe MG10 à Vannes. Peut-être en quelques mots nous présenter l'entreprise. Oui, bonjour. Donc MG10 est une PME de 160 personnes qui est un peu plus jeune que la Belle-Îloise, mais qui a 38 ans quand même, donc qui commence à avoir un petit peu de vécu. Un éditeur de logiciels de gestion qui travaille à 95% pour le secteur public et en cours de diversification sur le marché privé. Notre mission, c'est d'accompagner la dématérialisation de la gestion, donc dématérialisation, transformation digitale. On est 140 personnes à Vannes, le siège social, une dizaine de personnes à Poitiers et une dizaine de personnes en home office réparties sur Rennes, Nantes, Bordeaux et Tours. Voilà, donc notre métier au cœur du digital, on est en plein dans ce que vous accompagnez, de se dire comment on accompagne avec le digital une amélioration des pratiques et comment cette amélioration des pratiques garde l'humain au cœur de la démarche. Et je pense que c'est important. Alors, par rapport à notre histoire, on a été créé en tant que société d'économie mixte par le département du Morbihan avec une mission de service public. Et quelque part, alors on a été privatisé en 97, donc ça fait maintenant quelques années. Et pour autant, comme pour la Belle-Îloise, c'est resté dans notre ADN d'avoir cette culture de service rendu et de cohérence du service rendu, et surtout un service rendu pour l'humain, parce que pour nous, l'humain, c'était le citoyen. Donc on est dans ces démarches-là, quoi. D'accord, donc on est d'accord, vous ne faites pas plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous n'avez pas plus de 500 personnes, donc vous n'êtes pas dans l'obligation de vous engager dans la démarche RSE et de produire votre rapport extra-financier de fin de bilan. Et pour autant, vous y êtes lancé. Alors, on s'y est lancé, il faut que je sois complètement honnête. On n'a pas de stratégie RSE, très, très honnêtement. Alors, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. On a accepté d'être présent aujourd'hui en posant d'abord la question en disant mais est-ce qu'on est pertinent pour être présent aujourd'hui, parce qu'on n'est pas dans une démarche RSE structurée. On en est au stade où on le regarde. Par contre, quand on regarde ce qu'on fait en termes de RSE, déjà on est une entreprise où l'actionnariat est un actionnariat salarié, donc ce sont les salariés qui pilotent l'entreprise. On est une entreprise qui fait pas mal de choses, et en fait quand on liste tout ce qu'on fait, on se dit mais si là on est en train de faire de la RSE sans le savoir.
Et je pense que c'est important, en fait, quand vous présentiez comment on initialise la démarche, c'est déjà de se poser la question, et je pense que c'est comme pour l'histoire de la Belle-Îloise, c'est de se dire finalement, je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui ne fait pas des belles choses en termes de RSE, et qui doit déjà se dire, tiens, qu'est-ce que je fais de bien? Et comme on faisait beaucoup de choses bien, on s'est dit à un moment donné, maintenant, il faut peut-être qu'on passe aux étapes d'après, quoi. Ok, et donc du coup, aujourd'hui, est-ce que vous avez construit une vision stratégique en regard de cette démarche et finalement pourquoi? Alors, la vision stratégique, c'est d'abord de se dire que dans une entreprise, les salariés sont des gens responsables. Et je pense que personne ne se lève le matin pour venir au boulot sans se dire, mais pourquoi je vais au boulot? Est-ce que mon boulot est utile? Est-ce que je vais apporter quelque chose à mon entreprise et à la finalité de mon entreprise? Et en fait, on ne l'a pas écrit comme ça, mais ça fait partie de la façon d'être des collaborateurs et ça fait partie de la façon de diriger l'entreprise, de se dire on doit laisser s'exprimer cet intérêt le matin à venir au travail et de se dire tiens, je fais bien mon boulot, je le fais de manière utile. Donc pareil, vous dire on a une stratégie structurée, ce ne serait pas vrai puisqu'on n'en est pas encore là. Encore une fois, on y reviendra, je pense, un petit peu après. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers là. Je ne veux surtout pas dire ça. Il y a de l'utilité. Alors pourquoi il faut venir vers là? Je vais l'illustrer sur la problématique de l'égalité homme-femme. On est une entreprise où, comme beaucoup, je pense, on n'a jamais eu la volonté de faire de la discrimination entre les hommes et les femmes dans l'entreprise, ni sur aucun sujet d'ailleurs. Et pour autant, quand on a eu une obligation de poser un rapport avec une démarche structurée et puis qu'on s'est regardé en face en disant ok, nous on est super bon en égalité homme-femme, on n'a jamais rien fait de mal. Puis on pose la démarche, puis on regarde, puis on dit mais tiens, on a quand même des écarts. Et puis pourquoi on a des écarts? Parce qu'on a des femmes qui sont parties en congé maternité. Et puis, sans le vouloir, cette année-là, elles n'ont pas eu d'augmentation par rapport à d'autres. Et puis en fait, quand on fait le bilan, on dit mince, on a créé des écarts. Et le fait de se structurer amène à corriger ces écarts. Donc on est dans cet état d'esprit et je pense qu'on y reviendra un petit peu plus loin. Ok, et donc du coup, si on fait un petit zoom justement, est-ce qu'autour de tout ça, vous avez commencé à structurer justement une gouvernance et comment vous fonctionnez? Alors la gouvernance de base, c'est déjà d'avoir un actionnariat salarié qui, quelque part, oriente ma mission. Moi, je suis finalement au service des actionnaires, au service du conseil d'administration dans ma mission. Donc, le fait d'avoir un actionnariat salarié, ça donne déjà une gouvernance à l'entrée qui est forte de ce point de vue-là. C'est une richesse, c'est une facilité pour moi, c'est plus facile. Après, en termes de gouvernance, le conseil d'administration est impliqué. Comme on est une PME, c'est aussi plus facile parce que finalement, tout le monde est assez proche. Et on a une équipe de direction, tous les managers sont impliqués, des gens qui sont vraiment dans cette logique-là de dire moi, si je fais mon boulot, il faut que ce soit utile. Et dans le numérique, c'est particulièrement important parce que le numérique, comme beaucoup de métiers, on est en tension. Les recrutements sont difficiles et les gens qui viennent travailler dans des entreprises dans le numérique, ils ont envie de trouver du sens. Alors nous, ça aide à attirer, mais c'est surtout que les gens qui sont là, ils restent là parce que l'entreprise a du sens. Et en termes de gouvernance, il y a un élément qui est fondamental, c'est que, comme pour la Belle-Îloise, on doit être en lien avec l'ensemble des salariés. Donc le CSE chez nous est vraiment un organe de dialogue très fort. Et on est dans un dialogue où les remarques sont écoutées, on se parle, on n'est pas toujours d'accord et on échange nos points de vue, c'est normal. Mais en tout cas, le CSE est une structure clé par rapport à toute démarche qui sera engagée. D'accord, donc ce que je comprends, c'est que il ne suffit pas de vivre dans une belle ville comme Vannes ou à Quiberon. Vous cherchez tous les deux, Belle-Îloise ou MG10, à donner du sens à vos salariés, à ce qu'ils font également dans leur entreprise. Et alors, vous parlez beaucoup de vos salariés, je comprends, parce que c'est votre structure, c'est votre ADN. Mais est-ce que vous avez aussi élargi en fait votre réflexion avec vos parties prenantes, avec vos clients, mais peut-être aussi avec des partenaires, des fournisseurs, jusqu'où vous êtes allé dans cette réflexion externe plutôt? Alors, dans la réflexion externe, j'ai dit qu'on travaillait à 95% pour le secteur public. Donc, ça veut dire beaucoup de réglementation, le code des marchés publics. Ça veut dire beaucoup de déontologie, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le numérique. On est un petit peu aidé parce qu'il y a eu quelques élus ou directeurs de services qui sont partis en prison, donc ça calme le jeu. Mais ça a toujours été
dans l'ADN de l'entreprise. On n'a jamais fait de lobbying particulier. On n'a aucun intérêt à vendre un produit pour vendre un produit. On a intérêt à vendre le bon produit pour le bon usage. Et ça, c'est pareil, ça fait partie de l'ADN, des démarches qui sont posées. Un chargé d'affaires, je me rappelle une fois, qui m'a demandé « Est-ce que je peux faire une formation sur la manipulation ?» Je lui ai dit « Non, mais tu rigoles, quoi !» Enfin, parce que ça existe malheureusement, ce type de formation, pour essayer de manipuler la décision de l'interlocuteur en face. Et là, il était vraiment complètement hors clou, hors sol. D'ailleurs, il n'avait rien à faire dans l'entreprise et il n'est pas resté dans l'entreprise, quoi. Parce qu'on ne fait pas notre métier pour ça, on fait notre métier en disant c'est de l'argent public qui doit servir à des citoyens, alors bien sûr pas à l'intermédiaire de nos clients publics, mais si on perd ça comme fil, en fait, c'est plus la peine de se lever le matin. Et les salariés sont dans cet état d'esprit. Et est-ce que vous les rendez, ces parties prenantes externes, actrices finalement de vos plans d'action que vous menez en matière de RSE ? Alors, on a beaucoup d'échanges avec nos clients, au travers de clubs utilisateurs, au travers d'ateliers de travail. Ils sont acteurs de fait par le cadrage de leur marché public. Donc, de fait, ils mettent un certain nombre de règles autour de la RSE dans les marchés publics, ce qui est d'ailleurs un axe fort pour tout acteur qui veut aller sur le secteur public. S'il ignore ce sujet-là, il va se casser les dents, il n'y arrivera pas. Après, on essaie de les impliquer sur les retours d'expérience, sur comment ils nous voient, comment ils nous perçoivent, et d'essayer de pousser à discuter ensemble sur les enjeux. Alors, qui peuvent être des enjeux sociétaux, qui sont des enjeux, par exemple, plutôt de la sécurité. ADN, un groupe de travail sur la sécurité, c'est un sujet très prégnant. Pour moi, ça en fait partie. C'est-à-dire que si on est une société d'informatique responsable, on doit investir dans la sécurité. Si on ne le fait pas, on met ses clients en danger. Donc ça, on le fait. On le fait parfois de manière spontanée, parfois de manière aussi imposée par nos clients. Et de fait, on est tout le temps dans ce type d'échange. Bien sûr, ça répond à une thématique de l'éthique, notamment cette partie sécurité. Et Sophie, alors, Belle-Illoise, les parties prenantes externes, vous les impliquez aussi ? Alors, très sincèrement, jusqu'à maintenant, alors, on a identifié nos parties prenantes externes, comme les fournisseurs, les clients et d'autres, ou les administrations extérieures. Aujourd'hui, elles ne sont pas encore impliquées dans la décision ou dans la démarche. Par contre, on se soigne. Et donc là, on a interviewé quelques-uns de nos fournisseurs principaux sur quelle était leur vision de notre... Est-ce que déjà, ils avaient une vision sur le fait qu'on ait une démarche RSE ou pas ? Et est-ce qu'eux, ils avaient une démarche RSE aussi ? Puis là, on s'est découvert des choses. On a découvert qu'un de nos principaux fournisseurs de boîtes avait une démarche RSE géniale. Et on n'en a jamais échangé ensemble. Donc voilà. On travaille aussi sur de l'investigation au niveau de nos clients. C'est-à-dire qu'on n'interrogeait pas assez nos clients non plus. Alors là, aujourd'hui, on les interroge plus dans le cadre de projets d'innovation. Donc quand on fait ce qu'on appelle des lagons. Donc c'est un nouveau système de management qui est là pour le coup dans la partie notre pilier des hommes. Comme on intègre les hommes, donc nos salariés dans les décisions, c'est qu'aujourd'hui, on fait que pour la plupart des projets qu'on veut mener, on fait des appels à candidature. Donc, parce qu'on se dit moi je suis convaincue, et l'entreprise aussi, qu'on ne fait bien que ce qu'on aime faire. Et donc on a un potentiel d'éventuellement 600 personnes. Et donc quand on veut faire de l'innovation, on fait ce qu'on appelle des lagons. Donc il y a l'océan, qui est l'entreprise, puis le lagon, c'est un petit espace protégé. Et donc on va faire un appel à candidature, et les gens vont candidater sur un projet bien défini, un cadre défini avec un sujet. Et dans ce lagon-là, donc ce qu'on appelle un petit groupe de pizzas, c'est-à-dire qui peut être nourri avec de pizzas, on va mettre 6 ou 7 personnes d'horizons différents, puisque c'est des gens qui ont postulé. Donc il y a des vendeuses, des opérateurs, des gens du SI, des gens de toutes parts. Et là, on va faire la première étape de ce lagon, c'est l'investigation, c'est la méthode ICE. Et donc l'investigation, on prend pareil son petit bâton de maréchal, puis on va interroger le client. Donc on intègre un petit peu le client dans nos démarches et on lui demande ce qu'il a envie, ce qu'il veut. Donc le questionnaire est fait en fonction du sujet. Et on se rend compte que le thème de la RSE ou surtout le thème du développement durable, de l'écologie est très très important chez le client. Donc on commence à l'intégrer comme ça à travers des investigations qu'on peut faire. Mais actuellement, on n'a pas un comité de pilotage dans lequel on a des parties prenantes extérieures qui sont intégrées. Donc c'est tout le sujet qu'on est en train de travailler sur quelle gouvernance on met en place et comment on intègre nos parties prenantes.
D'accord. dans cette partie-là. Alors, je peux me permettre de vous donner un conseil, ne me prenez pas, parce que si vous mettez, moi, en manger des pizzas, il ne va pas rester beaucoup de pizzas, et j'en mange beaucoup, donc le nombre de personnes sera très réduit. Si vous pourriez nous partager quelques actions que vous avez menées, Sophie, la Belle-Îloise, à caractère social, sociétal ou environnemental. On a donc défini nos concrète. enjeux selon nos quatre piliers. Et le premier pilier, donc, qui est la société, est bien évidemment en lien avec notre mission, puisqu'en fait, on n'est pas une société à mission, du moins pas encore. On y réfléchit aussi. Mais on a écrit notre raison d'être et notre mission, qui est liée à l'alimentation, puisque c'est permettre à chacun de vivre mieux en conciliant manger sain et plaisir. Parce qu'on est convaincu qu'à travers l'alimentation, on peut se faire du bien à soi-même, à sa santé, mais on fait du bien aussi à la planète, puisque notre façon de consommer va avoir un impact sur la planète. Et donc, des sujets qu'on a traités notamment, on est en train de revoir toute la reformulation de nos recettes pour faire du clean label, c'est-à-dire que... donc je précise que dans la conserve, il n'y a pas de conservateur, puisque par définition, la conserve... c'est stérilisé, donc il n'y a pas de conservateur. Par contre, on avait quelques additifs, et donc on est en train de supprimer tous les additifs. Donc là, on est quasiment au bout, et je crois qu'il doit nous rester à peu près une dizaine de recettes à finaliser pour un additif. Ce qu'on fait aussi, c'est que, toujours sur ce même thème-là, on sait que le sel n'est pas forcément bon pour la santé. On diminue tout le taux de sel de nos produits en se basant sur les valeurs qui sont liées au Nutri-Score. Donc voilà, ça c'est le type d'action qu'on peut mener. On développe aussi des recettes 100% végétales, parce que les gens sont de plus en plus flexitariens. Donc nous, on avait quand même tous nos produits étaient à base de poissons. Aujourd'hui, on a quelques recettes qui sont à base d'algues et d'autres légumes. J'avais compris que vous aviez aussi une politique d'achat bien spécifique, notamment pour les sardines. Vous privilégiez l'achat local en particulier. Alors, en fait, notamment. notre politique d'achat, elle est globale, quelle que soit la ressource. En fait, on essaye de privilégier toujours le local. Donc, d'abord, on regarde en Bretagne. Puis, si on ne peut pas faire la Bretagne, on va regarder la France. Puis, si on ne peut pas faire la France, l'Europe, et puis ainsi de suite. Parce que il y a des choses qui ne poussent pas en France encore aujourd'hui. Et pour le poisson, clairement, déjà, on ne fait que des FAO, les zones de pêche qui sont dites vertes, où la biomasse est respectée. Par exemple, on s'est interdit aujourd'hui d'aller chercher de la sardine en Méditerranée. Puisque la sardine en Méditerranée aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a pas de biomasse, mais comme la nourriture se fait de plus en plus rare dans cette petite mer fermée, clairement, la sardine ne grossit plus. Donc, elle est plus à taille raisonnable. Donc aujourd'hui, on ne pêche plus du tout, nous, on ne s'approvisionne plus du tout en Méditerranée. Donc toute notre sardine provient en grande majorité de Quiberon. Et ça s'étale entre Saint-Guénolé et la Turballe. Ok, et donc du coup, la grande majorité, c'est 80%, c'est ça de votre... Pour la sardine, c'est 100% Bretagne. Alors je sais, la Turballe ne fait pas partie de la Bretagne, mais on va dire jusqu'à la Vendée. C'est une question de point de vue. Et après, 80% de nos poissons sont pêchés dans la FAO 27. Ok, donc du coup, quelque part, vous mettez en place des KPI pour mesurer Alors tout à fait, sauf que mon petit papier vient de tomber. Je vais aller le ramasser, parce que je ne connais pas tous mes chiffres. Merci beaucoup. Je ne connais pas tous mes chiffres par cœur. Mais clairement, si on regarde un petit peu aujourd'hui, que ce soit au niveau des poissons ou au niveau des emballages, par exemple, aujourd'hui, 87% de nos matières premières proviennent d'Europe, et dont 31% de la France. Pour nos emballages primaires, 100% sont européens, 92% français. Donc en fait, il faut savoir que nos boîtes vides proviennent même de sites bretons, puisque c'est fabriqué à Douarnenez. Pour nos emballages secondaires, par exemple, on a 96% en Europe, 82% en France. Donc oui, on essaye vraiment, cette politique-là, on fait en sorte de la respecter et de mettre en œuvre au maximum les approvisionnements locaux, que ce soit pour les emballages comme pour les matières premières. Et alors ces KPI, ça m'intéresse, en fait, ils vous servent à vous à guider votre stratégie, votre façon de raisonner dans les choix que vous devez faire. Est-ce que vous les utilisez aussi pour les communiquer à vos salariés, à vos parties prenantes, dans votre relation que vous pouvez avoir dans certains cas avec vos fournisseurs, par exemple ? C'est bien là tout le sujet. C'est ce qu'on dit, c'est qu'on fait des choses très très bien. Et pourquoi on a choisi de se structurer, de mettre en place cette démarche, c'est justement pour pouvoir les communiquer. Donc aujourd'hui, on a fait notre état des lieux, on sait où on en est, on va commencer à se fixer des objectifs. Sur certains, on a déjà des objectifs, sur d'autres, pas encore. Et l'objectif ultime de notre démarche, c'est bien évidemment de les communiquer.
Aujourd'hui, on ne communique pas encore suffisamment, on n'a pas encore finalisé la structure pour communiquer correctement sur l'ensemble de ces KPI. Ok. Et alors Franck, ça m'intéresse d'avoir quelques exemples également que vous avez pu mener de manière concrète chez MG10. Alors de manière concrète, alors sur l'aspect social, on va dire plus orienté sur les salariés, un petit exemple. En termes de dons, de soutien d'associations, MG10 aujourd'hui ne soutient que des associations dans lesquelles soit des salariés sont impliqués et viennent présenter des projets associatifs. Donc ça, on soutient régulièrement des projets, beaucoup sur des associations sportives, mais pas que. Et si on est sollicité par des associations externes, ce qui arrive très souvent, on commence par regarder si des salariés y voient un intérêt et voient un intérêt à s'impliquer dans ce projet associatif. Par exemple, on a été sollicité par l'association Estime Numérique sur le numérique à développer pour réintégrer davantage de femmes dans le numérique. La question a été posée aux salariés, il y a eu des volontaires, donc on a adhéré à l'association et du coup on libère du temps des salariés pour pouvoir participer aux actions de l'association. Alors que je peux suivre moi à titre personnel, si ça m'intéresse, mais je veux que ce soit jamais le dirigeant qui, pour son aura personnelle ou pour son image, ou en disant ça va valoriser l'entreprise, porte la chose. Ça doit toujours être en lien avec des salariés. Donc voilà, ça c'est une illustration de ce qu'on peut faire pour les salariés. Beaucoup de travail sur le bien-être des salariés. Bon, on vient de vivre la période Covid qui était compliquée. On avait déjà, nous, notre charte de télétravail parce que ça s'était fait en lien avec le CSE, où les salariés étaient demandeurs de pouvoir télétravailler. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont plutôt demandeurs de pouvoir revenir, mais on sait qu'on continuera à le faire, et ça s'est fait dans l'échange, et en structurant des démarches toujours basées sur la responsabilité, la confiance, a priori. Alors c'est pas toujours simple, parce que tout le monde n'est pas parfait et tout le monde ne respecte pas toujours les règles du jeu. D'ailleurs, on n'est pas parfait en rien du tout. Malgré les efforts qu'on fait, il nous arrive d'avoir des tensions, mais on essaye toujours de les faire dans le dialogue, dans l'écoute, dans le partage, et d'essayer de faire qu'au travers des salariés, on retrouve de l'équilibre. Donc ça c'est vraiment les actions, on va dire, sociales internes. Et les salariés d'eux-mêmes, en fait, se portent candidats. C'est assez simple de les solliciter. Comment ça fonctionne ? Alors, ils se portent candidats. Alors, ça fait aussi partie des éléments de structuration, de mieux communiquer. Parce que là, par exemple, depuis 18 mois, on a 50 collaborateurs de plus intégrés dans un contexte Covid. Ils ne sont pas tous au fait que s'ils ont un projet associatif, ils vont pouvoir facilement solliciter l'entreprise pour se faire accompagner. Donc là-dessus, on a des progrès à faire pour mieux partager ces informations-là et les mettre en lumière. Mais oui, ils sont sollicités. Bon, après, on n'est pas une grosse entreprise, donc ça va vite de toucher l'ensemble des collaborateurs. Et puis, ils se positionnent. Et s'ils ont de l'intérêt, en tout cas, on répond à ces démarches, quoi. Ok. Et donc, des exemples d'action peut-être plus externes avec la société ? Dans des approches plus externes, alors déjà, on a toujours été très proche du monde de l'éducation. Donc, université, école. Donc, on répond toujours présent aux sollicitations du printemps de l'entreprise ou des syndicats professionnels comme le MEDEF qui organisent des visites dans les écoles, des visites d'école dans l'entreprise. On reçoit régulièrement des élèves de 3e avec tout un parcours de présentation des différents métiers de l'entreprise de manière très structurée. Quand on reçoit des stagiaires, on les reçoit vraiment dans un état d'esprit d'accompagnement, de formation. Alors, je sais que des fois, dans les critères, on met des critères avec le nombre de stagiaires. Nous, notre logique, ce n'est pas le nombre de stagiaires, c'est la qualité de l'accompagnement du stagiaire, en se disant, les stagiaires, ce n'est pas de la main-d'œuvre à bas coût qu'on va mettre sur plein de petits trucs qui vont nous coûter pas cher. C'est des jeunes qu'on doit former et accompagner. Donc, on en a plutôt peu, mais qu'on accompagne bien. On a eu, alors moi à titre personnel, je suis président de l'ENCIBS, donc l'école d'ingénieurs de l'Université de Bretagne Sud, donc c'est un investissement sur lequel moi je m'implique, et j'ai des collègues qui s'impliquent en enseignement dans différentes formations, et quand un collègue s'implique en enseignement dans une formation, il peut le faire alors, dans une certaine mesure, mais sur son temps de travail. Donc tant que ça reste dans quelques jours par an, en fait, il peut parfaitement intervenir sur son temps de travail pour faire la formation. Voilà quelques illustrations. On a participé avec l'État et les régions françaises et des métropoles
au fonds d'aide d'urgence dans le cadre de la pandémie. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a été sollicité. Alors, notre métier, un de nos gros produits, c'est de gérer des subventions. Donc forcément, c'était facile pour nous d'être présents pour déployer des dispositifs d'aide et de subvention. Par contre, spontanément, on l'a fait en faisant des licences gratuites pour les collectivités qui n'étaient pas clientes, en faisant des prestations à prix coûtant pour nos clients ou les collectivités qui n'étaient pas clientes. Et surtout, ce qui a été remarquable, c'est qu'il a fallu réagir très très vite en dehors de nos prévisions de charges, de notre roadmap, de s'impliquer. On a eu une dizaine de décrets qui sont sortis à la file, donc ça veut dire autant d'adaptation du logiciel au fil des décrets. Ça a été très compliqué. Et en fait, on a réussi à le faire parce que les salariés se sont impliqués. Parce qu'ils ont dit, ouais, mais attendez, quand on met ces dispositifs, on aide des TPE, on aide des PME, on aide des indépendants, on aide des associations. Et personne n'a posé la question de se dire « Ah, comment on sera payé si on travaille le samedi, le dimanche, machin bidule ou les jours fériés ?» Ils l'ont fait. Alors bien sûr, après, d'un point de vue du respect de la réglementation, on a payé les heures supplémentaires, mais ça n'a pas été la démarche. Ça n'a pas été de dire pourquoi, qu'est-ce qu'on aura en contrepartie. Ils l'ont fait parce qu'ils se sont impliqués. Et ça, en fait, on l'encourage, on le soutient, on en parle entre nous. Et ça crée des dynamiques qui sont extrêmement positives dans l'entreprise, quoi, et qui, du coup, ont des effets au niveau de la société. Quelque part, en donnant du sens à vos salariés, à ce qu'ils font, ils se sentent encore plus impliqués. Tout à fait. En fait, on laisse leur responsabilité naturelle, parce que je pense qu'elle est naturelle, s'exprimer, et on accompagne cette expression. Et en fait, ça contribue à développer du sens individuel et du sens collectif. Sophie, je me retourne vers vous. Je crois que vous me disiez que vous aviez pris conscience que la Belle Illoise, en fait, avait un impact social fort. Vous nourrissez des familles dans la région. Quelles sont un peu les actions que vous menez au travers de cette dimension ? Alors, côté social, on mène énormément de choses et on voit d'ailleurs que c'est des fois de plus en plus compliqué. Notamment, on a donc une forte population saisonnière, puisqu'on travaille, comme on respecte la saison des poissons, donc la saison sardine, c'est entre mai et novembre. Et donc là, on accueille quasiment 200 saisonniers. Et on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué pour eux de venir sur la presqu'île, de se loger. Donc on travaille énormément avec la communauté de communes pour pouvoir trouver des solutions de logement. Donc on a travaillé avec l'AFPA, donc là on a trouvé des solutions. On se rend compte aussi que des fois les gens veulent bien venir mais ils n'ont pas forcément de moyens de locomotion. Donc on travaille aussi avec Néo 56 pour pouvoir mettre en place des systèmes de location de voitures. On organise les équipes en fonction des covoiturages. Donc en fait on favorise énormément le covoiturage. Aujourd'hui les gens qui viennent sur la presqu'île sont entre 4 et 5 par voiture. Et même sur le plateau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les gens de production qui font du covoiturage, les gens donc on favorise tout ça et on organise les équipes de production en conséquence. C'est-à-dire que quand la saison sardine démarre, on met les listes, les gens s'inscrivent pour savoir qui covoiture avec qui et on organise les équipes en conséquence. Donc on accepte pendant 2 semaines de chambouler complètement l'organisation pour pouvoir permettre aux gens de covoiturer entre eux. Donc on travaille beaucoup sur le logement, sur la mobilité. Ce qu'on fait aussi, c'est on est convaincu que la promotion interne, c'est bénéfique, que ce soit pour l'entreprise ou pour les salariés. Et l'employabilité, c'est pas juste c'est important de garder nos compétences chez nous, faut qu'on soit clair, mais c'est important aussi de travailler sur l'employabilité des gens. Et donc on a fait énormément de formations aussi, donc des contrats de qualification professionnelle. Donc on a formé tous nos chefs d'équipe. Donc il y a une 12aine de personnes qui ont passé un CQP, qui l'ont eu avec succès d'ailleurs. On a pu festoyer. Là, on a fait aussi les conducteurs de ligne. Donc, on forme les gens. On prend aussi beaucoup d'apprentis. Alors, pareil, nous, on ne regarde pas le nombre que l'on prend parce que c'est vraiment important d'accompagner ces jeunes. Pour nous, c'est un vrai rôle. Donc, clairement, je suis complètement d'accord avec Franck, que ce n'est pas de la main-d'œuvre pas chère qui doit faire des tâches à non-valeur ajoutée, bien au contraire. Donc, on prend des apprentis parce qu'on peut se le permettre, parce qu'on a du temps pour les former et c'est gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, on a quelques apprentis qui sont devenus des salariés. Parce qu'une fois qu'ils sont chez nous, ils ne repartent plus, en fait. On les laisse plus repartir. Ils se sentent bien. Ah bah oui, il y en a un, j'ai fait sa soutenance. Aujourd'hui, il est papa de 2 enfants. Et, alors il a bien tenté, il est parti 10 mois. Il a dit, il faut quand même que je me fasse expérience ailleurs. Il n'y a pas de souci. Puis au bout de 10 mois, je peux revenir ? Bah oui, reviens. Je crois que vous allez même jusqu'à adapter le rythme du travail, ne serait-ce que même dans le centre de production, pour justement prendre conscience aussi des environnements familiaux de vos employés aussi.
Oui, alors nous, on essaie de faire en sorte, pareil, on essaie d'investir au mieux parce qu'on sait que le travail en cycle, c'est pas terrible pour la santé. Donc le travail, les entreprises qui n'ont pas le choix. Nous, on essaie de tout mettre en œuvre pour rester effectivement le plus possible de travail de journée, pour éviter d'avoir du 3-7 ou du 3-8. Donc clairement, voilà, on met tout en œuvre aussi dans les investissements dans l'usine pour que les tâches pénibles et à non-valeur ajoutée soient éliminées et que les gens aient un travail qui leur permet plus d'avoir un travail qui fait réfléchir, qui les aide à se construire et qui nous permet, nous, d'avoir une capacité instantanée suffisante pour pouvoir rester en journée et ne pas être obligé de passer en 2-7. Alors, clairement, dans certains ateliers, sur certaines lignes, à certains moments, on passe en 2-7. Donc, on a quelques semaines en 2-7, mais globalement, sur l'année, on est quand même en journée. Ok, sur la thématique environnementale, je reviens un tout petit peu dessus. Tout à l'heure, j'ai compris que vous attachiez de l'importance, notamment dans votre achat responsable, à aller chercher des sardines là où c'est d'un point de vue environnemental plus viable. Est-ce que vous avez travaillé sur votre propre impact environnemental, votre bilan carbone, et est-ce que vous menez des actions autour de ces sujets? Alors, on mène des actions d'un point de vue environnemental. Par contre, on n'a pas encore calculé notre impact carbone. Donc, ça, c'est prévu. On doit le faire. Est-ce qu'on fait le carbone ou est-ce qu'on fait le global? Puisque l'impact environnemental, c'est plus que le carbone. Oui. Par contre, on mène énormément de choses dans la réduction de nos consommations d'énergie. Un exemple, l'eau, on sait que l'eau va devenir un vrai sujet dans le futur. Il y a des pays qui en auront plus, puis d'autres qui en auront trop. Donc aujourd'hui, nous, on a mis en place, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a 2 énormes cuves de stockage au-dessus du parking. En fait, c'est des cuves de récupération d'eau. Donc quand on stérilise nos produits, alors je précise, c'est l'eau des échangeurs qui est dans des circuits complètement isolés. On chauffe de l'eau à 80 degrés, voire même plus. Et cette eau-là, on l'a balancée à l'égout. C'est 60 mètres cubes jour. Aujourd'hui, on la récupère. Et cette eau chaude, on la maintient au chaud. Donc, on la chauffe. On n'a plus besoin d'utiliser de l'énergie pour la chauffer, puisque c'est les stérilisateurs, les stériflots qui l'ont chauffée. Et cette eau chaude, elle sert à laver l'usine derrière. Donc ça, c'est un gain énorme. Un autre projet qui est assez rigolo, qu'on est en train de développer, c'est le projet Scalite. En fait, la sardine a des écailles. Donc, quand on la lave, on enlève les écailles. Et il faut savoir qu'avec des écailles de sardines, on peut faire des meubles. Donc, on est en train de travailler avec la société. Là, ça fait déjà depuis l'année dernière qu'on teste. Donc, ils récupèrent nos écailles et ils vont fabriquer des chaises et des tables avec. Ce qu'on fait, bien évidemment, 100% de tous nos déchets coproduits sont triés. Une grande partie est revalorisée. Donc, tout le poisson part dans le pet food. Les coproduits de poisson partent dans le pet food. Donc, la tête, les arêtes. L'huile de friture, elle part dans du gasoil vert, puisque donc elle est récupérée pour les agriculteurs et ils l'utilisent dans leur tracteur. Donc nos bouts de la station de pré-traitement sont utilisés pour de l'épandage. Donc voilà, 100% de nos déchets sont triés aujourd'hui. Il n'y a plus de gobelets en plastique. On a tous nos petits mugs ou nos petits gobelets belle-îloises. Donc voilà, tous nos déchets sont triés. Certains sont revalorisés. Et parce qu'il y a encore des déchets qui partent malheureusement en DIB, en enfouissement. Mais notre objectif, c'est d'essayer de tout revaloriser à terme. C'est intéressant, il y a des vraies innovations dans ce que vous faites. Et du coup, ça me fait penser à une question. Est-ce que vous avez mis en place en fait une équipe de recherche d'innovation dans la recherche justement d'impact pour améliorer votre impact environnemental notamment? Ou est-ce qu'aujourd'hui, comment ça vient en fait ces idées? Alors, on n'a pas mis un groupe d'innovation spécifique. On a un comité d'innovation, mais ça, c'est pour tout ce qui est produit. Après, on a un système d'amélioration continue, un système qui permet à tout un chacun dans l'entreprise de remplir une petite fiche en disant « moi, j'ai une idée qui peut améliorer et voilà mon idée, voilà ce que je propose ». Donc ça, n'importe qui dans l'entreprise, moi, qui a une idée pour améliorer, que ce soit la sécurité, la qualité, l'environnement, peut émettre son idée. Et ensuite, il y a tout un petit groupe qui va... Donc, on a une personne qui est responsable du service amélioration continue qui va travailler avec les équipes pour dire est-ce que cette idée, elle est bonne, elle n'est pas bonne, est-ce qu'elle est retravaillée, est-ce qu'on peut la mettre en place? Et très souvent, c'est mis en place. Certaines idées demandent plus d'investissement que d'autres, donc elles mettent un peu plus de temps. Mais globalement, quand il y a les bonnes idées, sont toujours mises en œuvre. Et alors, Franck...
MG10, bon, vous n'avez pas d'usine de production, plutôt dans le service. Mais pour autant, le numérique, ça pollue, de manière directe ou indirecte d'ailleurs. Est-ce que vous avez planché sur des actions autour de cette thématique d'un point de vue environnemental? Alors sur l'environnemental, effectivement, on a fait des choses, le tri. On a fait aussi, bien sûr, les gobelets, éviter les gobelets. Alors, ceci dit, nous arrive encore aujourd'hui en réunion de proposer aux personnes extérieures des gobelets en plastique parce qu'on a du stock et qu'on ne s'amuse pas à les cacher en disant on va les mettre à la poubelle et puis faire beau en présentant des gobelets en carton. On utilise notre stock de gobelets en plastique, mais par contre, on n'en achètera plus, ça c'est bien clair. On a, en tant qu'éditeur de logiciels, un rôle important à jouer sur le numérique dans la façon de coder nos applications et d'architecturer nos applications. Et ça, on est attentif à la façon de poser nos architectures applicatives pour faire des solutions logicielles moins consommatrices d'énergie. Ce qui représente une vraie difficulté, parce que quand on conçoit de cette façon-là, ça coûte beaucoup plus cher que de se moquer complètement du sujet. Et c'est très difficile à valoriser aujourd'hui dans des réponses à appel d'offres et dans le prix de notre production. Mais ceci dit, on va par là et on espère aussi que dans les réglementations, des choses viendront qui mettront un peu plus de pression pour ceux qui ne le respectent pas et un peu plus de valorisation pour ceux qui le respectent, mais ça fait partie de nos sujets. Alors, je ne dis pas qu'on est parfait dans le domaine, mais en tout cas, les architectes logiciels ont ces éléments en tête quand ils pensent à l'architecture de nos applications. Et puis, on parlait de démarche structurée, qui n'est pas le cas chez nous. Je pense que l'environnemental est un vrai sujet qui, dans une démarche structurée, permettrait de poser cet enjeu-là, en se disant finalement, on a un certain nombre de clients qui sont des collectivités, notamment les collectivités territoriales. Beaucoup pensent à replanter des arbres. Alors j'y suis très attaché parce que de formation, je suis naturaliste. Donc je me suis égaré dans l'informatique, mais au début, j'étais plutôt sciences naturelles et écologie. Donc, et je pense qu'on a des choses à faire avec nos clients pour quelque part se dire, nous, on fournit des services numériques, on consomme de l'énergie et ça ne changera pas. Ça reste important, ça reste un moyen aussi d'améliorer les choses. Par contre, comment faire pour se poser la question de devenir une entreprise à bilan carbone nul en compensant finalement ce que l'on dégrade d'un côté en accompagnant des démarches. Et ça, typiquement, c'est des sujets qui, dans une démarche structurée, devraient être, de mon point de vue, abordés avec les salariés en se disant, il y a cet axe, on pourrait accompagner le fait de replanter des arbres dans les communes qui sont nos clients ou pas d'ailleurs, ou on pourrait avoir d'autres axes. Hein. C'est pas à moi de donner la réponse. Moi, j'ai mes goûts, mais j'exprimerai mes idées, mais d'autres le feront. Mais on a vraiment des progrès à faire sur ce sujet-là, quoi. D'accord. Et du coup, par rapport à toutes ces actions que vous avez entreprises, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, vos clients, qui sont majoritairement des collectivités publiques, elles n'intègrent pas une dimension, ou en tous les cas un critère environnemental dans l'acte d'achat qu'elles ont vis-à-vis de vous. Mais si vous le faites, c'est quoi? C'est parce que c'est par conviction ou c'est parce que vous ressentez qu'à un moment ou à un autre, ces clients-là, en fait, intégreront ce critère dans l'acte d'achat? Alors, au départ, c'est par conviction. Et par contre, quand on voit le coût de la conviction et l'effet que ça peut produire sur nos prix de production et la comparaison qu'on peut avoir, y compris dans des appels d'offres publics qui vous disent on met des critères sur la RSE, on met des critères sur ceci, des critères sur cela. Puis au final, dans l'analyse des critères, il y a le prix qui représente malgré tout 40-50% de l'évaluation de l'offre et puis la méthodologie de mise en œuvre. Puis en fait, les vrais critères RSE, c'est peut-être 5%. Et puis dans les 5%, de toute façon, comme c'est sur dossier, une entreprise qui dit moi je le fais et puis je mets une belle tartine sur ce que je fais, et puis une autre qui le fait vraiment et qui ne sait pas forcément bien le mettre en avant, de toute façon, on ne fera pas la différence. Donc on a à travailler sur ces approches-là, sur cette structuration et sur le fait de pouvoir prouver ce qui est fait, de pouvoir du coup mettre en place des KPI qui disent voilà une application MG10 qui tourne, voilà ce que ça consomme d'énergie. Et là, on en est loin et on a un vrai travail à faire pour se dire si on investit dans ces sujets-là, comment on les valorise et comment on donne des éléments à nos clients pour qu'ils puissent le mesurer vis-à-vis d'autres acteurs qui l'annoncent mais qui ne le font pas. Ok, merci. Et donc du coup, pour vous deux, si on prend un peu de recul par rapport à tout ce que vous avez mené,
quels sont pour vous justement les ROI pour l'entreprise que vous êtes en capacité en fait de nous partager et d'évaluer à dimension peut-être économique, à dimension sociale, à dimension planétaire notamment. Est-ce que vous avez déjà évalué ces ROI? Sur certains projets, oui, quand on économise 60 mètres cubes d'eau, il n'y a pas photo, il y a une économie financière, mais au-delà de l'économie financière, je pense que ce qui est important pour nous, c'est nos valeurs et notre éthique. Donc, bien évidemment que le financier est important et c'est le nerf de la guerre. Enfin, je veux dire, sans finance, on ne fait pas grand-chose. Maintenant, nous, ce qu'on a besoin, c'est d'être fiers de nous-mêmes, fiers de ce qu'on fait. Et je crois que c'est un des leitmotifs de l'entreprise. Et les salariés, enfin tous les collaborateurs de l'entreprise sont fiers de travailler ici, sont fiers de présenter ce qu'ils font. Ils en parlent avec passion la plupart du temps. Et je pense que ça serait pas... les gens refuseraient qu'on ne soit pas, qu'on fasse pas des démarches positives et qu'on ne soit pas engagé dans le respect de l'environnement ou sur l'impact. Un exemple qui est concret, qui est très, très terre à terre, mais qui est très concret. Nous, on ne prélève que ce dont on a besoin. Donc, quand on commande aux pêcheurs, on commande 15 tonnes ou 20 tonnes. C'est ce qu'on est capable de faire avec les effectifs que l'on a et les recettes que l'on souhaite faire. Ça arrive que des fois, les pêcheurs aient un peu la main lourde. Ils n'ont pas tout à fait la même balance que nous. Et donc, des fois, au lieu de 10 tonnes, ils nous en mettent 12. Donc, il y a 2 tonnes de plus. Les gens vont rester pour étriper tout dans la journée parce que pour eux, c'est impensable qu'on laisse 2 tonnes. On a prélevé 2 tonnes de poissons dans la mer, on ira jusqu'au bout. Et s'il faut faire une journée de 10 heures pour les étriper, on les fera. Et ça serait impensable pour les gens. Et pourtant, la plupart, c'est des saisonniers. Alors, on a des saisonniers qui viennent depuis des années. On a même des fois les parents et les enfants. Mais c'est pas pensable. Dans notre tête, ce n'est pas possible. Et vous n'avez pas besoin de leur demander de manière directive de le faire, ils le font d'eux-mêmes. Non, les gens le font parce que pour eux, c'est pas pensable autrement. Mais c'est dans notre ADN, c'est comme ça. Et du coup, après, on râle après les pêcheurs, parce qu'on leur dit, attendez, quand on vous dit 10 tonnes, c'est 10 tonnes, c'est pas 12, quoi. Donc un vrai ROI social très fort, en fait. Oui, je pense que c'est important. Et puis, il faut qu'on ait, comme disait Franck, il faut avoir plaisir à se lever tous les matins pour aller travailler. Et aujourd'hui, je pense qu'on a plaisir à venir dans cette entreprise parce qu'elle respecte l'environnement, elle respecte le social. On se développe économiquement pour pouvoir continuer à avancer. Et pour moi, en tant que personne, c'est hyper important. Et pour l'ensemble des collaborateurs, c'est important. Celle-là aussi. Et Franck ? Alors, on est vraiment dans la même dynamique. Le ROI, c'est d'abord un ROI auprès des salariés qui se lèvent le matin, qui sont contents d'être dans leur entreprise, qui sont contents de venir au boulot et qui savent ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment la première chose. Le ROI vis-à-vis de nos clients, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on atteigne dans des démarches plus structurées. Donc, il faut qu'on progresse dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, on a toujours très peu communiqué et sans doute très mal communiqué sur ce qu'on faisait, et c'est bien dommage, parce que quand il arrive qu'on le fasse, finalement, on a des clients qui disent « Ah bah ouais, c'est vachement bien ce que vous faites, c'est intéressant, etc. » Mais pourtant, c'était marqué dans la réponse à l'appel d'offres, au paragraphe truc, « Ah bah oui, mais on ne l'a pas lu. » Donc, il faut qu'on apprenne à le mettre en avant pour, quelque part, le valoriser d'un point de vue aussi économique. Mais aujourd'hui, le ROI, c'est un ROI humain, de croiser des collègues qui ont la banane, y compris dans les difficultés. Et dans les difficultés, le ROI, il est majeur, quoi. On a été victime de l'incendie OVH à Strasbourg. On avait un certain nombre de clients qui ont été impactés sur des sites. Alors, en période Covid, où les dispositifs de subvention, quand ils s'arrêtent, en fait, c'est des entreprises ou des associations ou des particuliers qui se retrouvent dans des vraies difficultés humaines. On n'a rien eu à demander à personne. Il y a une équipe technique qui s'est mise en place, qui a fait tout son maximum pour qu'en 48 heures, tout soit redémarré. Et ils ont bossé comme des fous, quoi. Ils n'ont pas compté les heures, ils n'ont rien compté. Et le ROI, on le voit là. On se dit, voilà, chapeau, quoi. Enfin, moi j'ai rien eu à demander. Hein. Enfin, c'est pas moi qui ai dit, hey, les gars, il faut peut-être vous mobiliser pour le truc. En fait, j'ai constaté une équipe qui s'est automobilisée. Et ça, c'est pour moi le plus beau gain, parce qu'en plus, encore une fois, ils ne l'ont pas fait pour dire on va avoir des heures sup ou des choses comme ça. Ça vient naturellement après, et ils ne le font jamais dans cet esprit-là. Et voilà, c'est vraiment le plus beau retour. Quelque part, en développant votre engagement d'entreprise, vous avez développé le sentiment d'engagement de chaque collaborateur dans l'entreprise.
Alors du coup, pour peut-être conclure en une minute ou deux, finalement, c'est quoi la suite pour vous? C'est la roadmap, quelque part, que vous êtes donnée. Alors pour nous, la roadmap, clairement, c'est de passer à une démarche plus structurée. Vraiment partir dans une démarche RSE. Alors l'idée qu'on s'est donnée, c'est de recruter une personne compétente sur le sujet, sans doute en temps partagé via Venetis, parce qu'on a un groupement local d'employeurs qui a cette qualité d'apporter ce type de compétences en temps partagé. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'un temps plein sur le sujet, mais je pense qu'une démarche structurée, comme on est plutôt en retard, et quand je vois par rapport à la Belle-Îloise qui a démarré en 2017, on sait que ça va prendre du temps. Ça vaut le coup d'aller chercher ces compétences et vraiment de poser la démarche, de finalement reprendre tout ce que vous avez listé par les différentes étapes, de se dire là on fait déjà des choses, tant mieux. Peut-être qu'on peut mieux les mesurer, qu'on peut mieux les communiquer et surtout valider qu'on n'a pas de trou dans la raquette pour progresser de manière équilibrée dans ce type de démarche. Voilà, en termes de roadmap. Donc ça, c'est des choses. Alors on veut sortir un document action RSE avec notre bilan de l'année prochaine, ce qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent. Vous publierez de manière... C'est acté. Et puis après, enclencher vraiment une démarche structurée pour continuer à progresser, quoi. Ok. Et Sophie ? Nous, on est quasiment au bout de définir notre gouvernance. Donc, voilà, ça, c'est la prochaine étape. Okay. Quasi au bout aussi de décider est-ce qu'on va être une société à mission ou pas. Donc, il y a de fortes chances qu'on y aille. Qui vous engageront encore plus. Qui nous engageront encore plus et qui nous challengeront. Et puis, pareil, d'aller vers une labellisation. Il nous reste encore un petit questionnement, mais il y a de fortes chances qu'on ait bien défini quel label on voulait faire. Et puis par la suite, c'est notre plan de communication. Donc quand est-ce qu'on sort notre rapport RSE et comment on communique à l'ensemble des parties prenantes. Ok, merci beaucoup, merci à vous deux, c'était passionnant. Je vous remercie, merci à tout le monde de nous avoir écoutés et puis à très bientôt sur un prochain événement ADN Ouest. Merci, au revoir.